Bonjour, c'est Guillaume de Goulet. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un step back exceptionnel au cœur de l'été et dans une période particulière. Alors promis, on ne va pas parler Covid-19, non, mais bien évidemment NBA, du basket, du jeu, du sport qui nous a tellement manqué depuis plusieurs mois. Le championnat nord-américain, la plus grande ligue du monde, est revenu au jeu la semaine dernière, mais sous bulle. Les joueurs sont coupés du monde, retenus à Disney World pour disputer la fin de saison sur 3 terrains neutres. Sans vrai public, mais pas sans enjeu. Autour de moi, pour évoquer tout cela avec passion, un véritable Big Free. Arnaud Lecomte, combo guard ô combien expérimenté. Bonjour. Max Mallet, live from New York comme d'habitude, au poste d'ailier fort, toujours sous contrat avec les Knicks. Salut. Et enfin, Amaury Perdriau au pivot pour nettoyer le cercle. Bonjour tout le monde. Voilà, je crois que vous savez tout. Alors on range le ballon de beach volley, on plie l'équipe en deux pour éviter qu'il ne s'envole, on s'allonge sur le sable brûlant. 3, 2, 1, début du bubble game. Messieurs, la saison NBA 2020-2021 a donc démarré une deuxième fois le 30 juillet à Orlando, en Floride. Le but est simple, terminer la saison régulière. Elle s'achève d'ailleurs dans 10 jours. 22 équipes présentes sur les 30 habituellement, 13 franchises de l'Ouest, 9 de l'Est si j'ai bien compté. Tout le monde dispute 8 matchs et ensuite play-off jusqu'au 13 octobre. Alors une question toute simple pour commencer, la NBA et les propriétaires des franchises ont-ils eu raison de relancer la compétition ? On rappelle que la NBA c'est la première ligue nord-américaine à reprendre l'activité sportive. Ils ont eu raison ou pas ? La MLB a commencé un petit peu avant. Ah pardon, on va dire que la MLB avant. Ils ont quelques problèmes parce qu'ils jouent pas sous bulle. Sur l'aspect sur lequel ils ont raison, c'est qu'il faut jouer sous bulle pour vraiment pouvoir avoir son championnat qui se déroule correctement, parce qu'on a vu qu'avec la MLB de baseball, qui a commencé quelques jours avant, il y a des cas partout. Ils ont été obligés d'annuler la moitié des matchs certains jours. C'est très très problématique. La NBA qui est sous bulle, la NHL qui est sous bulle. La MLS en foot qui avait aussi fait un mini tournoi sous bulle également à Orlando, ça se déroule pour l'instant sans problème d'un point de vue sanitaire. Alors les joueurs sont testés tous les soirs a priori, mais s'il n'y a pas de test sanguin, et si un joueur est testé positif, Max, il doit observer une quarantaine d'au moins, il est au moins mis à l'écart une semaine, c'est ça ? Ouais, alors c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi des faux positifs, ça arrive à certains joueurs, où il y a un résultat qui revient qui est apparemment positif, et puis on les teste une deuxième fois et ils sont négatifs. Donc il y a au moins 24 heures de quarantaine quand il y a un test positif. On refait d'autres tests assez rapidement. Si c'est négatif de nouveau, a priori le joueur peut revenir au jeu. Si c'est à nouveau positif, il faut au moins une semaine, je crois, et 2 tests négatifs consécutifs pour pouvoir revenir. Donc après ils s'adaptent, c'est vraiment du cas par cas. C'est une maladie qui on le voit dans tout ce qu'on entend, qui frappe les gens de manière bien différente. Ils sont assez flexibles sur comment faire les choses de ce point de vue-là. C'était important, Arnaud, de reprendre la compétition malgré ce contexte, malgré toutes ces précautions. Du coup, on le rappelle, pas de public ou un public virtuel, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Des équipes, pour l'instant, qui sont évidemment pas au top physiquement. On voit pas d'un très très grand basket, forcément, on est au tout début, mais c'était important de reprendre quand même, j'ai envie de dire. Oui, c'était important financièrement, surtout économiquement, au-delà de l'importance sportive de finir une saison, il y a aussi des impératifs financiers qui ont motivé essentiellement, on va pas se mentir, qui ont motivé essentiellement cette mise en route 4 mois, un peu plus de 4 mois après l'interruption de la saison mi-mars. On peut voir sur ce qu'on reçoit de France pour le moment, pour le moment, on peut voir quand même que la NBA a mis en place une organisation absolument phénoménale, colossale, en l'espace de 2 mois à peu près, entre le moment où la décision a été entérinée de réunir 22 équipes à Orlando sous bulle et les premiers jours, puisque là on vient d'assister au départ avec il y a déjà eu 5 soirées de disputées. On est vraiment impressionné, estomaqué, même si on a l'habitude du côté de la NBA de voir des organisations assez phénoménales. On est
quand même estomaqué de l'organisation, de la logistique, etc., qui est remarquable. Après, il faudra tirer un bilan sanitaire pendant les playoffs ou en fin de saison, évidemment, mais pour l'instant, on peut constater quand même que, effectivement, la motivation principale, qui est économique, a été parfaitement gérée pour le moment, et que, effectivement, la NBA va pouvoir à peu près retomber, alors certainement pas sur ses pieds comme elle l'aurait comme une saison normale, mais je pense qu'ils vont quand même limiter un petit peu la casse grâce à cette bulle. Puis, ce qui est important de rappeler, la NBA en a parlé récemment via ses dirigeants, il y a des enseignements à tirer de cette bulle, parce que si jamais il y a une résurgence du virus pendant l'hiver, où on est obligé de reconfiner pour la saison prochaine, ils s'inspireront grandement de ce qui aurait été fait à Orlando, donc c'est pas anodin. Tu peux nous parler un petit peu justement de l'organisation à Orlando pour ceux qui ne sauraient pas exactement comment ça se passe. Je sais que tu as notamment avec Maxime travaillé sur ce sujet-là. Donc là, on parle de bulles, en fait, tous les joueurs sont retenus en otage. C'est ça. À Disney World, il y a 3 terrains différents qui sont plus ou moins designés NBA, on va dire. Pour le complexe sportif où se déroule la compétition officielle, effectivement, c'est un complexe ESPN, 3 salles plutôt proches les unes des autres pour des matchs disputés de façon indépendante. Et ensuite, les équipes sont réparties dans 3 hôtels, tous séparés, on va dire, d'une dizaine de kilomètres, avec des salles d'entraînement dans les hôtels. Donc tout est fait pour que quand les joueurs s'entraînent, ce soit fait sur place, là où ils dorment, mangent et se divertissent. Et pour ce qui est de la compétition, on va dire sur un grand complexe technologique et sportif qui permet d'installer du matériel aussi pour les médias. Donc au-delà de ça, après, il faut occuper tout ce monde-là quand ça joue pas. Et là, le Disney Resort servait un peu à ça aussi, offrir de l'espace, des activités et des loisirs. Une dernière question, Max, avant de basculer sur l'aspect plus sportif qui nous intéresse évidemment grandement. Comment est perçue aux États-Unis cette expérience de la NBA, du basket un peu sous perfusion en quelque sorte, ou un peu virtuel presque ? Il y a des sentiments un peu ambivalents, je pense, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros sentiment de soulagement, de plaisir, de retrouver du basket, de quelque chose qui est du sport en direct, des matchs, de l'enjeu. Quelque chose qui avait été enlevé brutalement à tout le monde le soir du 11 mars. Et puis il y a quand même une sensation par moment que est-ce bien raisonnable, parce que les États-Unis sont le pays qui continue d'être le plus touché. Il y a plus de 50 000 cas par jour, nouveaux cas par jour aux États-Unis. Je crois 5 à 600 morts par jour aussi dans le pays. Donc il y a un peu ce problème-là. Il y a aussi la question des tests, puisque la NBA a des tests dont les résultats reviennent très rapidement, 24 heures maximum en général, alors qu'il y a des gens du public, même des gens de professions de santé, par exemple, qui vont devoir attendre 5, 7, 8, 10 jours, parfois jusqu'à 2 semaines pour avoir un résultat. Donc il y a ces questions-là qui posent un peu des questions morales, on va dire. La NBA, je pense, l'a senti, puisqu'ils ont annoncé fin de semaine dernière qu'ils lançaient une opération pour aider des zones défavorisées à avoir accès plus facilement aux tests, par exemple. Donc il y a ces 2 sentiments pour l'instant, celui de la joie de retrouver la compétition, des matchs et de l'enjeu, et le sentiment qui domine. Alors justement, a-t-on vraiment retrouvé la compétition d'avant ? Parce que c'est l'expression souvent consacrée désormais. Est-ce que la reprise du jeu de la NBA, pour parler sport, cette fois, vous a satisfait, messieurs, ou au contraire, vous a laissé sur votre faim ? On a eu parfois l'impression, en tout cas au moins une impression visuelle, qu'on avait droit à des matchs de pré-saison ou des scrimmages, même vu l'absence de public. Amaury. Summer League, c'est un peu le mot qu'on se passe entre nous sur certains matchs. Il y a effectivement des rencontres qui sont peut-être un peu plus passionnantes de par déjà l'affiche. Quand on a eu Lakers-Clippers, ça parle, on a envie de regarder. C'est un match qui s'est terminé à 2 points d'écart. Mais j'ai aussi regardé un Clippers-New Orleans plié au bout de 12 minutes, 30 points d'écart, un garbage time impossible à voir, parce qu'il n'y a pas la qualité, les joueurs ne sont pas en forme, les coachs gèrent les effectifs, les minutes, il y a des joueurs qui rentrent, qui sortent de la bulle. Enfin, il y a une sorte de climat un peu bizarre avec cet espacement en plus sur les bancs, le manque d'ambiance, on va en parler forcément.
Il y a un côté Summer League. Les coachs qui sont pas en costume. Alors ça, c'est le débat du moment pour moi. Je vois pas en quoi c'est dérangeant et je vois pas pourquoi on débattrait de ça, mais ça veut aussi dire qu'on se cherche des sujets au-delà du jeu dans la bulle, parce que à force d'avoir dit que le jeu, on n'y est pas encore, il va falloir un peu du temps pour y arriver. On essaie de trouver d'autres distractions. Non, mais c'est vrai que ça participe, le fait que les coachs soient en polo et quasiment en short, ça participe à cette ambiance un peu estivale. Très Summer League finalement. Voilà, donc effectivement, c'est pas un sujet de débat du tout. Le truc, c'est qu'effectivement, il est peut-être un peu tôt encore pour tirer des conclusions. Il est logique que les matchs soient pas d'un grand niveau jusqu'ici, puisque les joueurs ont repris, les équipes ont repris la compétition depuis 4 jours, avec là pour le moment une espèce de sensation un peu bizarre, parce que il y a peu de matchs à enjeu, puisqu'on sait que l'avantage du terrain n'en sera pas un, puisque pour expliquer, là on finit la saison régulière de manière express avec 8 matchs par équipe, et puis dans moins de 15 jours on jouera les playoffs dans un format extrêmement classique avec les oppositions qu'on connaît, mais évidemment par définition puisqu'on est à huis clos et sur terrain neutre et à huis clos en plus, sans l'avantage du terrain, donc les positions acquises à quelques exceptions près à la marge, il reste je crois encore quelques places en playoff, il y a très peu d'enjeux directs. Donc, il est logique aussi qu'avec la reprise, le manque de rythme, 4 mois et demi sans compétition, on redémarre une saison par de la compétition, mais qui n'en est pas vraiment. On est encore dans une position d'entre-deux. Donc, on jugera la crédibilité de cette bulle sportive créée de manière très artificielle. On la jugera vraiment pendant les playoffs et pas avant. Est-ce que pour poser la question autrement, Max, cela veut-il dire que le champion à la fin de cette saison ne sera pas un champion, ne sera pas un vrai champion, tout simplement ? Si, ce sera un vrai champion, et je vous trouve dur. Peut-être que j'ai un point de vue qui est un peu biaisé par les années de matchs de saison régulière au Garden, tu veux dire, peut-être, que j'ai dû subir au Garden et au Barclays. Mais ouais, il faut pas surévaluer ce que la saison régulière est en NBA. Des matchs comme le Clippers New Orleans, il y en a des paquets dans des saisons régulières normales. Je trouve que compte tenu du contexte, c'est au contraire, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a des matchs serrés. Voilà, les 2 premiers matchs ont été serrés. Il y a les matchs avec Memphis notamment. On a vu Portland l'autre jour qui sont plutôt sympas. Hier, j'ai Toronto-Miami qui s'est un très bon match dans les dernières secondes. Voilà, franchement, il y a du bon niveau. On a évacué les 8 plus mauvaises équipes, donc c'est plutôt équilibré. Voilà, on évite beaucoup de pensum qu'il faut s'infliger le reste les saisons normales, surtout vers la fin quand il y a plus d'enjeux. Donc je trouve ça plutôt très positif. Après, on jugera vraiment en play-off où c'est là où tout le monde sera sur un pied d'égalité, on va dire, en termes de préparation, on aura eu autant de matchs à jouer. Là, le niveau augmentera sans doute d'un ou 2 crans. Pour revenir à ta question, donc sur le champion, je pense que ce sera un vrai champion parce que si au milieu des playoffs, tu me dis il y a 2 cas positifs chez les Bucks, ils doivent se retirer, déclarer forfait. Là, ça commencera à poser question sur le champion. Mais là, tout le monde est là. Il y a très peu d'absents ou des absents secondaires. Donc l'opposition est vraiment celle qu'il y aurait eu dans une saison normale. Donc il n'y a pas de raison pour que le champion ne soit pas considéré au même niveau que les autres. Qui peut tirer avantage de cette situation ? Quelle équipe, quelle franchise, qu'on n'attend peut-être pas d'ailleurs, pourrait profiter de cette situation pour aller rafler un titre qui de toute façon restera marqué d'une petite étoile, j'allais dire, forcément. On peut imaginer peut-être davantage de surprises que sur une série de playoffs des séries de playoffs avec de l'avantage du terrain, puisque il y aura pas a priori, sauf si la NBA nous réserve des surprises en termes d'organisation pendant les playoffs sur l'ambiance, dont on va reparler peut-être. Oui. Peut-être y aura-t-il des nouveautés. Ils sont capables de nous sortir quelque chose d'assez novateur, pourquoi pas. Mais a priori, tout le monde sera à égalité quasiment sur les conditions de jeu pendant les playoffs. Donc on peut penser peut-être que certaines équipes qui n'auraient pas tiré trop leur épingle du jeu dans un contexte normal, vont peut-être cette année, ici à Orlando, faire quelque chose d'un petit peu surprenant. Mais malgré tout, je pense que la hiérarchie telle qu'elle est établie pour le moment va
guère bouger en play-off. J'ai du mal à croire qu'il y ait des grosses surprises qui nous attendent. Maintenant, on voit bien qu'il y a certaines dynamiques. On aurait pu imaginer sur un tournoi avec des séries sur un match, on va dire, appelons ça comme ça, qu'une dynamique de groupe avec des gens qui sont regroupés 24 heures sur 24 ensemble, etc., qui changent des conditions habituelles, qu'une équipe aurait pu profiter de ça. Là, on est sur des séries de play-off classiques. Les grandes dynamiques vont rester à peu près les mêmes que si c'était au mois de mai, comme d'habitude. Si j'écoute Arnaud Amaury, ça veut dire qu'on se dirige tout droit vers une finale Lakers-Bucks. Les Lakers qui ont d'ailleurs assis la première place à l'Ouest pour la première fois depuis 10 ans. C'est un avis tout personnel, mais les Bucks, justement, dans ce contexte-là, moi, j'y crois pas trop. Dans le sens où, ça reste un jeu très axé autour de Giannis et sans le public pour galvaniser, sans peut-être un arbitrage maison qu'on peut imaginer avec les influences qu'on... Plus facilement à Milwaukee qu'à LA. Je sais pas, j'entends plus dans la conférence Est, parce que qu'à Toronto. Voilà, moi je pense qu'en plus c'est un sujet qui est en train de sortir en ce moment, mais ça paraît crédible, l'option Toronto capable d'aller défendre son titre. Voilà, c'est pas rien. Ils sont en train de montrer que ils vivent ensemble depuis quelques années. D'être dans une bulle ensemble, ça les gêne pas. Enfin, l'équipe qui va tirer son épingle du jeu et qui peut éventuellement se surprendre, c'est celle qui va avoir eu le plus d'expérience déjà avant cette bulle et qui du coup n'aura pas à construire ce collectif à ce moment-là. Donc oui, une finale Milwaukee-Lakers, ça semble être le scénario le plus probable, mais on sait qu'en NBA, surtout dans un contexte pareil, on ne peut pas présager de quoi que ce soit, quoi. Max, les Clippers dont on a beaucoup parlé aussi, j'allais dire un lapsus, lors de la première saison. Non, en début de saison, eux aussi, il va falloir compter avec eux, bien évidemment, même s'ils ont été battus sur leur premier match par les Lakers, mais d'un rien. Oui, surtout qu'ils sont dans une situation assez particulière parce qu'ils ont par exemple Montrezl Harrell qui est absent de l'équipe pour l'instant, qui est quand même une part importante en sortie de banc. Ils ont eu l'épisode Lou Williams aussi avec les histoires de chicken wings dans un club de striptease qui lui ont fait manquer quelques jours supplémentaires. Donc les Clippers, c'est une équipe, je pense, sur laquelle il faut pas trop porter de jugement maintenant, et on en saura beaucoup plus au niveau du premier et deuxième tour de play-off sur le vrai niveau qu'ils ont. On a l'impression que par exemple les Lakers déjà sont ils ont un peu plus repris là où ils avaient laissé les choses en mars, même si ils ont eu quelques changements. Mais c'est vrai qu'après j'attends de voir quand même qu'une équipe avec Dion Waiters et J.R. Smith soit championne NBA et arrive en finale, ça peut être quelque chose. Est-ce que ça peut être une année pour les Français? Alors, ce sera peut-être pas une année pour le Magic et Evan Fournier, qui a fait un bon premier match. Mais est-ce que ça peut être l'année pour Rudy Gobert et l'Utah Jazz ou pas, messieurs? Il leur manque un joueur important, c'est Bogdanovic, c'était 20 points par match. L'équipe est séduisante sur le papier parce que je pense qu'il y a une entente malgré Donovan Mitchell, la querelle, malgré la querelle liée au coronavirus. Je suis prêt à croire que ça a peut-être renforcé ce couple. Mais de là à dire qu'ils sont taillés pour durer sur des playoffs classiques face à des équipes qui sont un cran au-dessus, telles que les deux équipes de Los Angeles notamment, voire même Houston qui reste un poil à gratter. Ou Denver. Denver. Voilà, il y a un pas que je franchis pas vis-à-vis de Utah, et pour Orlando, on serait vraiment dans la thèse parfaite de l'équipe totalement surprise qui probablement au premier tour va jouer Milwaukee ou Toronto. Ça me paraît déjà compliqué. C'est une équipe aussi, le Jazz, comme d'autres, mais qui a besoin, on va en parler un petit peu, de la ferveur de son public à domicile. Les Raptors aussi, d'ailleurs, bien entendu, c'est une des salles particulièrement chaudes de l'NBA, mais cette absence de public, ou cette présence de faux public, plutôt, puisqu'il y a des hologrammes, en fait, qui sont posés sur la salle. Ce sont parfois de vrais gens, en fait, des vrais supporters qui sont filmés depuis chez eux, et donc les images sont renvoyées. Ou parfois des images un peu factices, fake, ça crée une drôle d'impression quand même, non? On a l'impression d'assister un peu du e-sport, en fait, tout simplement. On joue à NBA 2K pour les fans du jeu de basket. Ouais, mais pour avoir discuté avec Evan Fournier, il disait que les tout premiers matchs, les scrimmages, donc, dans lesquels il n'y avait pas ce système-là, il y avait très peu de musique, il y avait quasiment pas d'ambiance sonore, d'habillage sonore un petit peu habituel des salles NBA, que c'était un peu... vraiment tristoun, donc il trouvait plutôt bien
ces évolutions, ces adaptations à la situation. Puis c'est vrai que ces personnes, ces fans affichés, ça a permis des petites scènes sympas. On a vu Dirk Nowitzki qui est apparu, on a vu Paul Pierce qui était complètement avachi à un moment où Boston allait pas bien dans le match. Voilà, ça apporte des petits trucs sympas, des petits à côté un peu marrants, même si c'est vrai que ça fait extrêmement bizarre par rapport à ce dont on est habitué. Oui, ça fait très artificiel. Arnaud, t'es pas du tout convaincu, toi. Non, mais bon, voilà. Après, on sait bien que le basket NBA, en saison régulière, il n'y a pas forcément des ambiances extraordinaires partout, tout le temps. Donc, pour l'instant, on va dire que ça passe comme ça et que le fait de revoir du basket de compétition quand même, avec les meilleurs joueurs du monde réunis, ça surpasse le manque d'ambiance. Et puis, il y a un effet de curiosité. En tout cas, ce qu'on en voit en France pour le moment, c'est, bon, voilà, on va regarder comment ils ont organisé tout ça, comment ça se passe, le décorum. Bon, une fois qu'on en aura vu un, deux, etc., si les matchs accrochent pas, c'est vrai que c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de rester 2h30 sur un match sans grand intérêt, surtout quand il n'y a plus d'ambiance, quoi. Là où ça va vraiment poser problème, évidemment, c'est les playoffs, encore une fois, sauf si la NBA nous dégote un système d'ambiance artificielle génial qui compense, mais ça va être ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui va me manquer le plus. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, puisqu'en playoff, on a un peu partout de nos jours des ambiances fantastiques la plupart du temps. Donc là, ça va manquer, parce que je vois pas comment on peut compenser ça, quoi. Et en plus de ça, il y a une vraie différence entre ce que les joueurs vivent sur le terrain et ce que nous, on entend à la télé. Le son n'est pas le même. Après, j'ai vu sur Toronto, Miami, bon, il y a vraiment, ils cherchent à faire évoluer le truc au jour le jour. Là, je crois qu'ils ont passé à un moment donné une capture d'ambiance de la salle de Miami pendant le match. Donc là, c'était une vraie capture de son de match playoff, quelque chose comme ça, pour essayer d'animer la salle. Après, ils font avec les moyens du bord. Il y a des drive-in, je crois, qui vont. Max pourrait nous en dire davantage, peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre en place des ambiances drive-in avec comme sur les salles de cinéma en plein air. On vient avec sa voiture et puis on assiste au match. Alors, on crée pas forcément d'ambiance, mais au moins il y a un public. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont développer en play-off, ça, Max? J'ai vu ça pour la MLS en foot, parce qu'ils ont des grands stades ouverts en extérieur. Pour la NBA, j'en ai pas encore. J'ai peut-être. Il y avait une pub hier, pendant le Toronto-Miami. Apparemment, il y avait une pub, une promo pour un prochain match de Miami dans la bulle d'Orlando, mais qu'on peut suivre de sa voiture sur un parking, sur écran géant, apparemment. Voilà. Ouais, donc c'est clairement une des pistes qui est recherchée. Voilà, on essaye de faire un peu au mieux dans la situation qu'on a. Après, je vous trouve un peu dur, quoi. Enfin, le truc, c'est que on ne peut pas comparer avec ce qui se fait d'habitude. Il faut adopter la position LeBron James, ce qu'il disait après le premier match. Voilà, il faut un peu se satisfaire de ce qu'on a. Et compte tenu des conditions, je trouve ça globalement plutôt très bien. Tu penses que le jeu, pardon, un match de play-off où il y a 20 points d'écart, il y a plus d'ambiance du tout, non plus dans une saison normale. Hein. Les salles NBA, elles sont la plupart sont beaucoup plus réactives aux résultats que dans les sports européens, au scénario que dans les sports européens. Le buzzer beater de Kawhi Leonard l'an dernier contre les Sixers dans la bulle d'Orlando, je pense qu'on le vivra pas de la même manière qu'on l'a vécu l'an dernier, même devant la télé, quoi. Ouais, mais tu suivras le match jusqu'au bout et tu vibreras quand même. Tu vibreras pas pareil, mais il n'y a plus rien qui est pareil à l'heure actuelle. Donc moi, il y a juste un vrai mini-regret que j'ai dans tout ça, c'est qu'il y avait une sorte de promesse au départ de dire, puisque la salle sera vide, on entendra mieux les joueurs. Et donc, des micros partout, et moi, je m'attendais à ce qu'on entende un peu les joueurs parler. Alors, j'imagine que le langage doit être trop fleuri pour que la NBA puisse autoriser qu'on les entende. Mais au final, je regrette qu'on n'ait pas ce côté un peu micro tendu sur le terrain. Inside, tu veux dire. Oui, et finalement, c'était l'occasion de profiter d'avoir un côté inside, et là, on cherche plus à remplir qu'à intégrer. Max, ça n'a jamais été la promesse de la NBA, je crois. D'ailleurs, dès le début, assez rapidement, ils ont annoncé qu'il y aurait 5 secondes de décalage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mots particuliers qui passent de toute façon sur les événements en direct depuis l'épisode
Janet Jackson, Justin Timberlake au show du Super Bowl en 2003 2004, je me souviens plus. Il y a un décalage des images de quelques secondes pour justement pouvoir réagir s'il y a un truc qui plaît pas à l'antenne. Max, si on t'a bien suivi, bien compris, le jeu pour toi en vaut la chandelle. Et pour la NBA, est-ce que les diffusions télé, est-ce que les audiences télé sont à la hauteur des espérances et de l'attente et de la frustration née de l'interruption? Alors on attend un petit peu les audiences après une semaine. En fait, le premier match, oui, ils ont quasiment fait le double d'audience d'un match de saison régulière habituel sur la première soirée. Donc oui, il y a une attente. Après, un des premiers sports qui a repris ici, c'est la NASCAR, le championnat de voitures de stock car. Il y a eu des très fortes poussées d'audience sur les premières épreuves, et puis ça c'est revenu vers des niveaux un petit peu plus habituels après quelques semaines de compétition. Donc à voir si la NBA continue de faire des gros scores. Ça va peut-être se tasser un peu là pendant la fin de la phase de classement, parce que voilà, ça va perdre en intérêt. Vu que justement il y a pas l'avantage du terrain n'existe plus. Donc à voir au premier tour des playoffs si les audiences, où en sont les audiences. Mais sur le début, c'était plutôt les gens avaient vraiment envie de revoir du sport de haut niveau, du sport pro à la télévision. Surtout qu'il voit aussi quelque chose d'inhabituel qui rajoute peut-être à l'aspect non conventionnel de cette saison NBA, sont les maillots des joueurs, évidemment. Le contexte sociétal aux États-Unis, dans le dos, sur leur maillot, les joueurs n'ont plus leur nom, mais des mots, choisis par rapport à l'histoire, évidemment, des violences policières, après le décès de George Floyd, le fameux slogan Black Lives Matter. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Et la NBA, pour le coup, en tout cas les joueurs de la NBA sont en première ligne sur cet aspect. Ça rajoute peut-être à l'aspect non conventionnel. Arnaud, je crois que tu veux dire un mot là-dessus. Non, ça surprend un peu au départ parce que effectivement, oui, c'est totalement unique. Je ne sais pas si dans l'histoire, Max, dans l'histoire des sports américains, est-ce que ce genre de situation avait déjà été expérimenté, mais je n'ai pas le souvenir. Là, effectivement, tous les joueurs, pour expliquer un petit peu pour les gens qui n'ont pas forcément vu, mais tous les joueurs ont donc pu choisir un slogan bien contrôlé d'ailleurs par la NBA. Il y avait une liste dans laquelle ils pouvaient piocher. Certains joueurs, d'ailleurs, je crois qu'il y a 15%, il me semble, de mémoire, ou 16% des joueurs n'ont pas forcément choisi de slogan, donc ont gardé un maillot relativement classique. Et puis, donc le reste des joueurs, donc plus de 80%, une très large majorité, ont choisi en effet des slogans. Alors, il y a du Black Lives Matter, il y a du Equality, il y a du Justice, il y a je sais plus, une vingtaine, il me semble, de possibilités. Et c'est vrai que ça donne un aspect politique, revendicatif, totalement surprenant, j'ai envie de dire, presque lunaire dans un sens, parce que c'est quand même aller contre l'ordre établi. Est-ce qu'on imagine en France une ligue de sport professionnel autoriser les joueurs ou les joueuses d'ailleurs à arborer des maillots en soutien à certains aspects revendicatifs qu'on a eu en France ces dernières années, pour ne pas les citer, par exemple les gilets jaunes ou la réforme des retraites, pour le coup face contre la réforme des retraites. Je schématise évidemment, on ne parle pas des mêmes sujets. Aux États-Unis, c'est un sujet très très lourd. On l'a vu cet été et au mois de juin notamment après le déconfinement en France, en tout cas, c'était c'est assez, ça surprend quand même. De l'œil européen, on va dire, est très surpris. Donc faut s'y faire. Maintenant, c'est pas un souci et c'est même plutôt sympa dans l'absolu, mais ça surprend un petit peu. Ajoutons à cela que ce n'est pas forcément appelé à durer très longtemps, parce que les slogans, on va dire, sont proposés pour quelques matchs et les joueurs pourront choisir au bout de 4 ou 5 matchs, je crois, d'enlever le slogan et de retrouver leur nom, ou d'avoir les deux, un slogan en haut de leur numéro et leur nom en bas du numéro. Ils ont déjà les noms en bas. Pour la petite histoire, il y avait, je crois que c'est Jimmy Butler qui a eu un problème de maillot parce qu'il avait choisi de
pas avoir de slogan, mais pas son nom non plus. Il n'a pas été autorisé à jouer sans aucune inscription, et donc ça a créé des petits remous dans la NBA. Après, on sent aussi qu'il y a eu un peu ce schisme parmi les grosses voix qui se sont élevées, qui ont dit mais non, il n'est pas question de jouer dans ce climat social-là. Donc il y a des joueurs qui ratent la compétition pour pouvoir dire l'heure n'est pas à jouer, mais plus à la contestation sociale. Bon, la majorité des joueurs estimaient qu'il se ferait mieux entendre en jouant avec un maillot sur le dos ou en s'agenouillant pendant l'hymne, ce qui est un geste fort puisque interdit jusque-là en NBA, mais toléré dans le cadre de la bulle. Donc effectivement, faut voir comment ça se prolonge aussi sur les semaines. Est-ce que Max, alors la question peut-être difficile, mais s'il n'y avait pas eu cette bulle, est-ce que la NBA aurait autorisé tout ça ? Est-ce que c'est pas l'aspect exceptionnel lié à la crise du Covid qui a permis une petite libéralisation de la parole politique en NBA chez les joueurs ? Est-ce qu'aussi c'est pas le fait que tout s'était arrêté et que à cause du coronavirus que les joueurs avaient le temps de consacrer du temps à ces causes-là qui a aussi fait que le mouvement est devenu aussi fort. Il y a plein de questions comme ça. Après non, on avait déjà vu des t-shirts I Can't Breathe après la mort d'Eric Gardner qui avait été étouffé par un policier sur Staten Island à New York. Il y avait déjà eu des opérations. Après, est-ce que quelque chose d'une si grande ampleur aurait été possible ? Toutes les équipes qui font le même geste avant le match, à l'exception de quelques joueurs et coachs, peut-être pas. J'en discutais avec Yann Mahami, qui est très impliqué dans ces questions. Et il disait qu'en effet, être tout le monde dans une bulle, ça permet un échange, une discussion, d'avoir quelque chose qui ne serait pas possible en temps normal. Mais est-ce que la Ligue se serait pas investi de la même manière? C'est très difficile de répondre à la question. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans la société américaine en général, notamment les communautés blanches sur c'est bien gentil d'être conscient qu'il y a un problème, mais il faut faire quelque chose, quoi. Il faut agir là-dessus. Et voilà, il y a la volonté en fait de faire basculer cette question de quelque chose qui est politique. Ce que le président Donald Trump tente de faire au maximum depuis qu'il est au pouvoir et même avant, puisque il y avait ces insultes contre Colin Kaepernick et disant que les joueurs qui mettaient un genou à terre pendant l'hymne étaient des fils de paix. Donc il a rendu cette question extrêmement politique, alors que tous ceux qui défendent cette cause essayent de dire que c'est pas une question politique, c'est une question au sens général du terme de droits de l'homme, tout simplement. Donc tout ça est une dynamique qui est extrêmement complexe, mais actuellement puissante. Donc je pense que ça va encore durer, parce qu'il y a un cas particulier qui vraiment cristallise beaucoup des critiques, des problèmes, qui est le cas de Breonna Taylor, qui est une jeune femme de 26 ans qui vivait à Louisville et qui a été tuée lors d'un raid de la police, qui s'est trompée de maison et qui est rentré sans frapper au milieu de la nuit. Et quand son petit ami pensait que c'était des intrus, il a commencé à ouvrir le feu. La police a répondu et elle est décédée à ce moment-là. Donc ce cas-là, vraiment, les joueurs, il leur tient à cœur. Et on a vu certains joueurs d'ailleurs ne pas faire vraiment leurs interviews et juste ramener à ce cas en demandant aux autorités d'inculper, d'incarcérer les policiers qui ont procédé à ce raid. En plus, c'est une affaire, une histoire qui en plus est portée par le meilleur joueur de la Ligue, en tout cas le visage le plus connu, LeBron James, qui pour le coup ne se cache pas derrière son statut de meilleur joueur. Oui, il y a LeBron James, mais il y a une vague, quoi. Il y a un vrai mouvement d'ampleur. Donc il y a tout qui est réuni à l'heure actuelle pour que ça ait un véritable impact. Et aussi, accessoirement, même si ça fait partie du jeu, un titre à aller chercher pour toutes ces franchises NBA. Messieurs, avant de vous dire un petit au revoir et à bientôt, je vais vous demander un petit jeu auquel on se prête à chaque fois avec grand plaisir. Je vois vos sourires d'ici là, vous êtes ravis. Un petit prono. Le titre, il est pour qui au bout de cette bulle ? Qui va crever la bulle ? Je vais mouiller sans mouiller. Je vais annoncer Los Angeles. Oh, c'est beau, bien vu. Arnaud ? Les Clippers. Oh, encore plus précis. Max ? Je vais mettre les Bucks pour pas faire comme tout le monde, mais non, je pense que les Bucks. C'est dit. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vais vous souhaiter la suite d'un bel été et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye.